Ok, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, l'intérêt pour inviter de ce soir témoigne bien de l'importance du moment que nous vivons. Allô, ça va? Ok. Depuis presque 2 ans, les modèles de langue ont fait une entrée spectaculaire dans nos vies. Bien qu'ils travaillent discrètement pendant des années, ils occupent désormais une place visible et irréversible à nos côtés. Les systèmes d'intelligence artificielle perçoivent le monde à travers l'écrit. Comme l'auteur du livre de Marco Polo au XIVe siècle, leur connaissance de la réalité est indirecte et parfois imprécise. Notre intervenant ce soir nous éclairera sur pourquoi et comment la prochaine génération de systèmes d'intelligence artificielle devra comprendre le monde en observant directement et en interagissant avec lui plutôt que de se limiter à ce qui a été écrit par les auteurs. Yann LeCun est Silver Professor à l'Université de New York et Vice President Chief et Scientist chez Meta. Lorsqu'il était étudiant, Yann LeCun était profondément inspiré par les travaux du psychologue suisse Jean Piaget, en particulier ses théories sur le constructivisme et le développement cognitif. Il a aussi été marqué par les films 2001, l'Odyssée d'espace, sorti en 1968, qui l'a poussé à réfléchir aux possibilités offertes par l'intelligence artificielle à l'interaction entre les machines et la conscience humaine. Dans les années 1940-90, il a développé des modèles de réseaux de neurones artificiels qui sont au cœur de la révolution d'apprentissage profonde et ont constitué la fondation des modèles à grande échelle tels que GPT. Entre 1990 et 2010, il a été l'un des rares à défendre cette technologie alors que la communauté scientifique l'ignorait. Son immense contribution a été reconnue par de nombreux prix, notamment le prix Turing, les plus hautes distinctions en informatique qu'il a reçues en 2018 avec Geoffrey Hinton et Joshua Bengio. Yann LeCun reste un chercheur passionnant et visionnaire, et c'est un véritable honneur de l'accueillir ce soir. Merci Slava. Alors, le titre est en anglais, mais je vais parler en français. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé. Alors, comment les machines pourraient-elles atteindre l'intelligence de niveau humain? Comme l'a mentionné Slava et comme je l'ai mentionné ce matin, au moment de la cérémonie de remise des diplôme honoris causa, j'ai été inspiré à travailler sur l'apprentissage automatique par ce livre. La traduction française de ce livre, en fait, il existe en anglais aussi, qui était le compte-rendu d'un débat, ou la transcription d'un débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky, et entre des équipes de chercheurs qui étaient venus argumenter d'un côté sur le fait que le langage est inné, et de l'autre côté sur le fait que le langage est appris. Et dans ce débat participait un certain Seymour Papert, qui était un mathématicien qui à l'époque était professeur à MIT, mais qui avait passé du temps dans le laboratoire de Jean Piaget ici, et qui avait travaillé sur les modèles d'apprentissage relativement simples de l'époque, le perceptron en particulier. Et il chantait les louanges du perceptron, disant aux scientifiques plutôt du côté de Chomsky, même cette machine très simple était capable d'apprendre des concepts bizarrement compliqués. Ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'en creusant la littérature, parce que je suis devenu passionné de cette histoire de machines capables d'apprentissage, c'est que le même Seymour Papert avait écrit le livre, ou co-écrit le livre avec Marvin Minsky, publié en 1969, qui avait en fait tué le domaine de recherche en question, c'est-à-dire que la recherche sur les réseaux de neurones était devenue tabou à la fin des années 60 à cause de ce livre. Donc, le voilà 10 ans plus tard, chantant les louanges du perceptron, alors qu'il en avait contribué à la perte. Alors, c'est un petit peu paradoxal.
Mais ça ne m'a pas empêché de creuser la littérature, de réaliser qu'elle était un peu ancienne, qu'il y avait quelques auteurs japonais qui avaient continué à travailler là-dedans. Et puis j'ai découvert au début de mes études de troisième cycle qu'en fait il y avait une petite population de gens qui s'intéressaient au problème, principalement aux États-Unis, un petit peu en Angleterre et en Allemagne, et un petit peu au Japon, qui travaillaient sur les réseaux de neurones, en particulier deux personnages, John Hopfield et Geoff Hinton, qui ont reçu le prix Nobel il y a quelques jours en physique. Les modèles pour lesquels ils ont reçu le prix Nobel ne sont plus utilisés du tout, ils ne marchent pas particulièrement bien, mais par contre, leurs articles ont eu un impact assez énorme sur le domaine, c'est qu'ils ont justement levé le tabou et ils ont contribué à rendre le domaine des réseaux de neurones acceptable ou respectable de nouveau. Et donc on contribuait à créer une nouvelle vague d'intérêt pour ces modèles qui a duré un peu plus d'une dizaine d'années, entre le début des années 80 et le milieu des années 90. Et puis on a assisté à un autre hiver des réseaux de neurones, si vous voulez, jusqu'au début des années 2010, ou la fin des années 2000. Voilà, assez d'histoire. On a besoin d'intelligence artificielle aussi intelligente que les humains. Pour certaines personnes, ça fait peur. Mais pour d'autres, c'est plutôt un espoir, un porteur d'espoir. Et la raison pour laquelle on en a besoin, c'est qu'il y a un futur, probablement pas très distant, je pense que beaucoup de gens dans la salle ici le verront, dans lequel tout un chacun interagira avec des systèmes d'intelligence artificielle, des assistants qui seront avec nous toute la journée, qui nous aideront dans nos tâches de tous les jours, qui nous aideront à résoudre des problèmes, etc. Ces systèmes seront peut-être plus intelligents que les humains, mais seront à notre service. C'est-à-dire qu'on leur donnera on leur posera des questions, on leur donnera des problèmes à résoudre, ils les résoudront pour nous, mais les buts, les tâches qu'ils accompliront seront déterminées par les humains. Ce sera un petit peu comme, disons, un directeur de laboratoire académique ou un chef d'entreprise ou peut-être un leader politique accompagné d'un staff de gens qui les conseillent à tout moment et qui sont très probablement plus intelligents qu'eux. Enfin, c'est peut-être pas le cas pour les membres du monde académique, mais c'est certainement vrai pour les politiciens. Et il ne faut pas se sentir menacé par l'idée qu'on va être accompagné d'entités plus intelligentes que nous. En fait, ça va démultiplier notre intelligence, l'amplifier. De même qu'on ne devrait pas se sentir menacé de travailler avec des gens plus intelligents que nous. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas pour moi, je suis très habitué à travailler avec des gens qui sont plus intelligents que moi. En fait, j'espère n'embaucher que des gens qui sont plus intelligents que moi. Donc voilà, et il faut que ces systèmes avec lesquels on interagit, en fait, soient faciles à piloter, qu'ils soient très facile d'interagir avec eux, et pour ça, il leur faut une intelligence proche de l'intelligence humaine, peut-être supérieure en termes de puissance, mais en termes de qualitatif qui soit relativement similaire, pour simplifier simplement notre communication avec eux. Donc ça nécessite des machines qui comprennent le monde physique, de même que nous, on comprend le monde physique, et tout animal comprend le monde physique, des systèmes qui ont une mémoire persistante, des systèmes qui puissent planifier des actions complexes de manière à remplir un objectif, des systèmes qui puissent raisonner, et puis des systèmes qui soient contrôlables et sécurisés, c'est-à-dire qui ne vont pas, par exemple, si on leur demande d'aller nous chercher un café et qu'il y a une autre personne qui bloque le chemin pour aller à la machine à café, ne vont pas piétiner cette pauvre personne ou la trucider simplement pour accéder à la machine à café. Alors ça, bon, ça fait partie des scénarios de la science-fiction, etc. Ce problème, en fait, d'alignement des objectifs avec les valeurs humaines n'est pas un problème aussi compliqué et insoluble que certains ont bien voulu le dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire prendre des systèmes actuels, tels que les LLM, Large Language Models, ou des architectures similaires, et est-ce qu'on va arriver à l'intelligence de niveau humain simplement en entraînant ces systèmes avec plus de données
ou simplement en les entraînant avec plus de puissance de calcul, plus de raffinement, etc. Et ma réponse à cette question est absolument pas. Absolument pas, non. Les LLM sont très utiles, très puissants, il y a plein d'applications à développer avec eux, mais ils ne mèneront pas par eux-mêmes à des systèmes de niveau d'intelligence humaine. Alors je n'utilise pas l'acronyme consacré un petit peu pour ça, qui est AGI en anglais, Artificial General Intelligence, intelligence artificielle générale. J'ai horreur de ce terme parce que si on l'utilise pour désigner des systèmes qui ont l'intelligence humaine, on fait un énorme contresens à cause du fait que l'intelligence humaine n'est pas du tout générale. L'intelligence humaine est très spécialisée. On a un petit peu de mal à s'imaginer que l'intelligence humaine est spécialisée, mais en fait, c'est simplement parce qu'on a du mal à imaginer des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Donc, AGI est un très mauvais nom. Donc, je préfère soit HLAI, Human Level Artificial Intelligence en anglais, ou tel qu'on l'appelle en interne chez Meta. On a un très joli nom pour ça. C'est AMI. AMI, en français, AMI en anglais. Ça veut dire Advanced Machine Intelligence. Voilà, c'est beaucoup plus raisonnable. Alors, le premier problème de comment construire des machines intelligentes, c'est le problème de l'inférence. L'inférence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement le processus par lequel le système calcule sa sortie. Si on a un réseau de neurones ou un système de deep learning classique, la manière dont le système calcule sa sortie, c'est qu'on lui donne une entrée, on propage ces entrées à l'intérieur du système et le système produit une sortie. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'étapes de calcul pour calculer la sortie qui est fixe. Les LLM ont cette propriété qu'on leur donne un prompt, une entrée, et pour produire un token, c'est-à-dire une espèce de mot, la quantité de calcul qui va servir à calculer un mot, le mot suivant dans la séquence, est fixe. Ce qui fait que ces systèmes-là ne peuvent pas vraiment réfléchir. Réfléchir, ça veut dire passer plus de temps sur les problèmes compliqués que sur les problèmes simples. La seule manière qu'on peut employer pour faire en sorte que les LLM passent plus de temps à réfléchir, c'est leur faire produire plus de tokens, c'est-à-dire des mots qui ne servent à rien. Alors, il y a un autre modèle qui s'appelle l'inférence par optimisation, qui consiste à faire en sorte que le système, entre son entrée et sa sortie, calcule une espèce de quantité qui mesure la compatibilité entre l'entrée et la sortie. Donc si on a une entrée et une sortie qu'on propose au système qui sont compatibles, le système calcule un nombre qu'on peut appeler une énergie, et ce nombre sera petit, disons 0. Si on donne une image d'un éléphant et le système dit, on lui propose la sortie éléphant, il nous dit 0. Parce que éléphant est compatible avec l'image. Si on donne une image d'un éléphant et on donne en sortie proposée l'étiquette chat, le système donne une énergie plus haute, 10. Donc la manière dont un système de ce type-là calcule sa sortie, c'est on lui donne une entrée et ensuite il cherche parmi toutes les sorties possibles, celle ou une qui minimise ce nombre, cette énergie, cette compatibilité entre l'entrée et la sortie. Alors, ils peuvent faire cette recherche de manière exhaustive, ils peuvent la faire si c'est un espace continu avec une méthode de descente de gradient, etc. C'est ce qu'on appelle l'inférence. Et c'est une méthode d'inférence qui est intrinsèquement plus puissante que simplement propager un signal à travers des couches d'un réseau de neurones. D'un point de vue conceptuel, théorique, on peut réduire pratiquement tout problème à un problème d'optimisation, c'est-à-dire d'inférence du type que je décris, mais on ne peut pas toujours réduire le calcul d'une sortie, la solution d'un problème, comme le résultat d'un nombre fixe d'étapes de calcul, qui est le cas de la propagation avant dans un réseau de neurones. Donc c'est intrinsèquement plus puissant. Et ça, c'est un modèle complètement différent de ce qu'on emploie à l'heure actuelle dans les LLM et dans la plupart des systèmes d'IA. Ce genre de technique d'inférence a été utilisé dans des systèmes d'IA capables d'apprentissage, en particulier des systèmes capables de jouer
à des jeux tels que les échecs, etc., où on imagine un certain nombre de scénarios du futur, de ce que va jouer l'adversaire, et puis parmi tous les scénarios imaginés, on choisit celui qui est le plus propice à conduire à une victoire. Voilà, donc cette idée d'inférence par optimisation conduit à une architecture que j'appelle Objective Driven AI, donc IA pilotée par les objectifs, qui permettrait en fait à des systèmes d'IA de résoudre des problèmes que les systèmes d'IA classiques à base de logique des années 80 et 90 étaient capables de résoudre, c'est-à-dire une recherche de solutions dans un espace de solutions possibles, une idée qui remonte aux années 50, mais qui a disparu un petit peu dans les modèles d'IA actuels. Donc ce calcul de sortie par optimisation, je pense, est très important. Et c'est un petit peu ce qu'on imagine, peut-être une concrétisation de ce que les psychologues appellent système 2. Donc dans les actions humaines ou animales, système 1 correspond aux actions qu'on accomplit de manière subconsciente sans vraiment y penser, qui sont un peu automatiques, on est tellement habitué à les résoudre qu'on n'a pas besoin de réfléchir à quelle action prendre. Et puis système 2, c'est ce qui requiert notre attention, notre conscience, notre modèle du monde, et qui nous permet d'imaginer en fait quel va être le résultat d'une séquence d'actions, et donc qui nous permet de planifier une séquence d'actions. Alors pour capturer les dépendances entre des entrées et des sorties, à partir de ces fonctions d'énergie, il faut utiliser une bonne manière de se représenter ça, c'est ce qu'on appelle les modèles à base d'énergie, Energy Based Models en anglais, qui capturent les dépendances entre des variables x et y, disons, dans le diagramme ici, qui sont scalaires, mais qui pourraient être n'importe quoi, discrètes, continues, haute dimension, etc. Donc la fonction d'énergie doit prendre des énergies basses dans les paires x, y dont on sait qu'elles sont compatibles, donc on peut supposer qu'elles sont présentes dans un ensemble d'apprentissage qu'on va utiliser pour entraîner la machine. Donc l'apprentissage d'une machine de ce type-là consiste à changer les paramètres de cette fonction d'énergie, qui va être un gros réseau de neurones, avec une seule sortie scalaire, de manière à ce que cette sortie scalaire prenne une valeur faible, disons 0, ou aussi faible que possible, pour des paires qui sont présentées durant l'apprentissage, des paires XY qui sont dans l'ensemble d'apprentissage, qui sont symbolisées par les points noirs ici, les disques noirs. Et puis, une fonction d'énergie qui va prendre des valeurs plus élevées pour les points qu'on ne lui montre pas. Et c'est là que ça devient compliqué pour entraîner un système à base d'énergie. C'est comment faire en sorte que la fonction d'énergie prend des valeurs supérieures pour des exemples qu'on ne lui montre pas. C'est particulièrement compliqué si l'espace en question est de haute dimension. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les modèles génératifs et les LLM avant de vous expliquer comment on entraîne ces modèles à base d'énergie. Donc les LLM sont des modèles, ce qu'on appelle autorégressifs, donc ce sont des LLM autorégressifs qui sont entraînés à prédire un mot à partir des mots qui sont à gauche de ce mot. Donc c'est très facile à entraîner, on prend un morceau de texte et puis on entraîne le système à prédire tous les mots qui sont en entrée, mais le système ne peut pas utiliser l'entrée ne peut pas simplement copier son entrée sur sa sortie parce qu'il ne peut utiliser que les mots qui sont à gauche du mot qu'il doit prédire. Et donc, en fait, il est entraîné implicitement à prédire le mot qui suit une séquence de mots. Alors, une fois qu'il a été entraîné à prédire le mot qui suit, on peut lui faire, bien sûr, on peut lui donner un début de texte qui peut être une question, et puis lui demander de prédire le mot suivant. Ensuite, on injecte ce mot dans l'entrée, on lui demande de prédire le deuxième mot, on injecte ça dans l'entrée, troisième mot, etc. Ça, c'est prédiction autorégressive, ce n'est pas un nouveau concept, ça date de Mathusalem. Mais il n'y a pas de, comme je disais précédemment, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de modèle mental du monde. C'est purement prédire le prochain token ou le prochain mot à partir des statistiques des données d'entraînement. Alors c'est très utile, c'est bizarrement quand même assez bluffant et intelligent. Si on entraîne un très gros réseau de neurones à faire ça, en fait, il est capable de mémoriser énormément de situations et donc presque quelquefois de résoudre des problèmes, etc. Mais aussi de faire des grosses erreurs et ils ne sont pas capables de raisonnement. Alors beaucoup de gens dans le domaine travaillent sur le raisonnement, c'est le cas de
beaucoup de gens à Meta, à Google et à OpenAI, et puis à d'autres endroits, et puis dans des laboratoires universitaires. Et en fait, il y a toute une série d'articles depuis plusieurs années, en particulier par le professeur Subarao Kambhampati, qui est à Arizona State, et qui vient un petit peu de l'IA plus traditionnelle, et qui montre tout un tas d'expériences montrant que les LLM, en fait, ne sont pas vraiment capables de planification. Donc il y a un certain nombre de problèmes de planification qui sont un peu classiques en IA. Alors ça fait des progrès, mais on n'est pas encore là. Et puis les gens qui viennent des sciences cognitives et qui disent vraiment les LLM ne sont pas capables de faire le genre de généralisation et de planification dont sont capables les cerveaux non seulement des humains, mais aussi de beaucoup d'animaux. Alors, si on veut construire un modèle de ce type-là qui fait son inférence par optimisation, il faut quand même le structurer un petit peu. Et voilà une idée de structuration qui est construite autour d'un module que j'appelle le modèle du monde, World Model, en anglais. Et l'architecture est comme celle qui est indiquée ici. On fait une observation de l'environnement. Ce n'est pas le monde entier, hein, c'est ce qu'on peut saisir avec des capteurs, des caméras, etc. Cette entrée va dans un système de perception qui élabore une représentation abstraite de l'environnement perceptuel, qui est ici indiqué par le Initial World State Representation, donc la représentation de l'état initial du monde. Alors évidemment, aujourd'hui, là, je suis en train de regarder cette salle, j'ai une idée de l'état du monde dans cette salle, mais bien sûr, cette perception ne change pas mon idée de l'état du reste du monde. Donc je dois combiner mon idée de l'état du monde ici avec le contenu d'une mémoire, qui est dans l'hippocampe, dans le cerveau humain, dans le cerveau des mammifères, et qui contient une quantité de connaissances et de savoir sur le monde, et qui ne change pas avec la perception courante. Tout cela va dans un modèle du monde, et le rôle du modèle du monde est d'imaginer quel va être l'état résultant, donc de prédire quel va être l'état du monde, après que l'agent ait effectué une séquence d'actions. Donc l'agent imagine une séquence d'actions, symbolisée en jaune ici. Cette séquence d'actions est donnée au modèle du monde, et le modèle du monde, à partir de la séquence d'actions imaginée et de l'état initial du monde, produit une prédiction, ou peut-être plusieurs prédictions, sur l'état futur du monde résultant de cette séquence d'actions. Ensuite, cet état prédit est donné à une série de fonctions de coûts, de fonctions d'objectifs, dont la sortie n'est pas représentée, mais c'est un scalaire, tout simplement. Le premier est un objectif lié à la tâche, donc il va nous donner un nombre faible, disons 0, si une tâche particulière a été accomplie, et puis un nombre plus grand si la tâche n'a pas été accomplie, et puis un autre ensemble d'objectifs qui sont des garde-fous. Donc des fonctions de coût qui garantissent que la séquence d'état ou la séquence d'action que produit le système ne mette pas en danger les utilisateurs qui sont autour, par exemple. Donc on peut imposer une sorte de sécurisation du système en entraînant ou en construisant ces objectifs garde-fous. Alors la manière dont le système fonctionne, c'est que, étant donné une perception, et puis le contenu de la mémoire, et puis une hypothèse sur une séquence d'actions, le système prédit le résultat, donne ça aux fonctions de coût, et ensuite, par optimisation, essaie de changer, de modifier la séquence d'actions imaginée, de manière à ce que cette séquence d'actions minimise à la fois l'objectif de la tâche et les objectifs garde-fous. D'accord ? Donc c'est de l'inférence par optimisation, mais qui est connecté à un modèle mental du monde qui prédit ce qui va se passer. D'accord ? Alors, très souvent, les modèles du monde ne peuvent pas prendre une grande séquence d'actions et prédire ce qui va se passer, mais on doit peut-être itérer notre modèle du monde sur plusieurs fois pour arriver à prédire ce qui va se passer. Donc, imaginons une séquence de 2 actions. On donne la première action à notre modèle du monde qui prédit ce qui va se passer dans un futur proche comme conséquence de cette première action. Et puis ensuite, une deuxième action au modèle du monde qui va prédire ce qui va se passer plusieurs fois, etc. Donc on prévoit à plusieurs coups, en fait,
quel va être le résultat. Et puis ensuite, par optimisation, qui peut être basée sur la rétropropagation de gradient, mais on ne parle pas d'apprentissage encore, trouver de quelle manière changer les actions de manière à minimiser les fonctions de coût. Alors encore une fois, je n'ai pas parlé d'apprentissage encore. Là, c'est juste pour l'inférence, pour le calcul de la sortie, qui peut se faire par descente de gradient ou par une autre méthode d'optimisation combinatoire ou autre. Alors malheureusement, le monde n'est pas entièrement déterministe, ou même s'il est déterministe, que nous disent les physiciens, il n'est pas entièrement prédictible parce qu'il n'est pas complètement observable. Et puis dans tous les cas, il peut être chaotique, donc très difficile à prévoir. Donc le modèle du monde ne peut pas faire une prévision exacte. Et donc il va falloir probablement lui donner ce qu'on appelle les variables latentes, c'est-à-dire des variables dont on ne connaît pas la valeur, mais dont on prend la valeur soit échantillonnée dans une distribution ou qu'on fait circuler dans un ensemble pour produire des prédictions multiples de ce qui peut se passer. À cause de l'incertitude sur le monde, bien sûr, il peut se passer tout un tas de choses qu'on ne peut pas prédire. Mais toutes les fonctions qui sont représentées dans ce diagramme, donc toutes les fonctions qui sont arrondies à un bout, sont des fonctions déterministes qu'on peut calculer. C'est un réseau de neurones ou quelque chose comme ça. On lui donne une entrée, il calcule la sortie, il n'y a qu'une sortie. Si on veut lui faire calculer plusieurs sorties, il faut une variable latente dont on fait varier la valeur. C'est aussi simple que ça. Alors, les humains et les animaux ne planifient pas une séquence d'actions à un niveau. C'est-à-dire que si on planifie, par exemple, d'aller de Genève à New York, et qu'on décide d'arriver à New York demain après-midi, ce qui va être mon cas, là, tout de suite, on ne fait pas une planification de Genève à New York en termes de contrôle musculaire toutes les millisecondes. En fait, le niveau le plus bas des actions pour le cerveau humain, c'est le contrôle des muscles. Mais on ne peut pas planifier un voyage de Genève à New York, milliseconde par milliseconde, en termes de contrôle musculaire. On fait la planification hiérarchique, c'est-à-dire qu'on fait d'abord un scénario très abstrait, où on dit, pour aller à New York, il va falloir que j'aille à l'aéroport et que je prenne un avion pour New York. Bon. Donc ça nous donne un sous-objectif qui est aller à l'aéroport. Comment je vais à l'aéroport? Il faut que j'appelle un taxi qui m'emmène à l'aéroport, ou que je prenne des transports en commun. Disons que je prends un taxi. Alors il faut que j'appelle le taxi, puis ensuite il faut que j'aille dans la rue. Comment je vais dans la rue? Il faut que je marche jusqu'à la porte, et puis que j'aille dans la rue. Comment je vais jusqu'à la porte? Il faut déjà que je sache où elle est, et puis il faut que je mette un pied devant l'autre. Comment je mets un pied devant l'autre? Alors on peut descendre comme ça jusqu'en bas, jusqu'au niveau de contrôle musculaire. Et en fait, cette hiérarchie est très profonde, jusqu'à un niveau où on n'a plus besoin de planifier parce que les tâches sont tellement simples qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir. On peut les accomplir de manière subconsciente. Mais la planification est hiérarchique. Ce problème de planification hiérarchique est complètement non résolu en IA. Si vous êtes un étudiant qui pense à faire un doctorat en IA, essayez de résoudre ce problème. C'est complètement vierge. Ça ne veut pas dire que les gens n'y ont pas travaillé. Ça veut dire qu'on ne sait pas le faire avec des techniques d'apprentissage. On sait le faire si on construit les choses à la main. La plupart des robots aujourd'hui utilisent la planification hiérarchique, mais c'est entièrement fait à la main. Donc comment apprendre ça? Comment apprendre le modèle du monde? Comment apprendre ses fonctions d'objectifs et ses garde-fous? Ces trois problèmes sont essentiellement pas résolus. Mais je vais quand même vous montrer des exemples qui montrent qu'on fait des progrès. Donc, en fait, toutes ces idées contribuent à une espèce d'architecture globale d'un système intelligent que j'appelle Objective Driven AI, Objective Driven Architecture. Et j'ai décrit un petit peu le plan de tout ça dans un article que j'ai publié il y a 2 ans et demi, dont l'adresse est ici. Donc c'est sur OpenReview, pas sur Archive. Sur OpenReview parce que vous pouvez faire des commentaires et me dire si j'ai tort. Et je serais très content que vous me disiez ça, ça m'éviterait de perdre du temps et puis de peut-être corriger cet article. Et donc c'était avant ChatGPT et tout ça, mais le plan n'a pas changé. Donc c'est un petit peu mon idée sur où devrait aller la recherche en intelligence artificielle dans les 10 ans qui viennent.
Enfin, maintenant, plus que les 7 ans et demi, parce que ça fait 2 ans et demi. Voilà, donc si ce projet est couronné de succès, on aura des architectures peut-être qui peuvent atteindre le niveau d'intelligence humaine dans 7 ans et demi. Mark Zuckerberg aime bien m'entendre dire ça. Mais je ne peux rien promettre. Donc cette architecture, en fait, donc, est composée de ces modules, un petit peu les mêmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là, ils sont arrangés de manière un petit peu différente, c'est un peu plus conceptuel, mais un système de perception, un modèle du monde dont j'ai parlé tout à l'heure, un acteur qui est le module qui essaie de trouver la séquence d'action optimale pour satisfaire un nombre d'objectifs, et puis les objectifs qui sont les coûts ici, en rouge, la mémoire à court terme, et puis un module un petit peu mystérieux en haut là, qui s'appelle le configurateur, qui sert en fait à configurer le système pour accomplir une tâche particulière, pour satisfaire un but particulier. Alors, je ne peux pas dire qu'on a construit ce système, mais on est en train de construire les modules essentiels en fait, qui sont nécessaires. Et à terme, on espère, avec ce genre d'architecture, avoir des systèmes qui sont capables de comprendre le monde physique, sont capables de mémoire persistante, sont capables de raisonnement et de planification, et qui sont aussi contrôlables à partir des objectifs et des garde-fous. Alors comment apprendre des modèles du monde à partir de données sensorielles? Alors on peut toujours essayer d'utiliser l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire dire à une machine voilà l'état du monde à l'instant T, voilà une action que je prends, fais attention au fait qu'il ne faut pas trop tourner à gauche parce que tu es dans une voiture autonome qui conduit juste à côté d'une falaise des montagnes suisses et tu vas te retrouver en bas de la falaise. Mais, bien sûr, on ne peut pas se permettre d'annoter des quantités de données énormes pour dire au système fais ceci, fais pas ça, etc. Alors ce qu'il faudrait, c'est que le système apprenne comment fonctionne le monde par lui-même, par observation. Peut-être à la manière des jeunes animaux et des enfants humains qui, dans les premiers mois de la vie, ont très peu d'interaction directe avec le monde, c'est-à-dire ne peuvent pas vraiment influencer le monde externe, mais par contre observent et arrivent à apprendre une quantité de connaissances sur le monde qui est absolument extraordinaire. Alors, malheureusement, il nous manque des composants vraiment essentiels pour accomplir ce but. On ne va pas le faire avec du texte. Il va falloir pouvoir entraîner des systèmes à partir de vidéos. Et la raison pour laquelle on n'a pas... Enfin, un des indices qui montre qu'on n'a pas encore réussi à le faire complètement est qu'on a des LLM qui peuvent passer des examens au barreau aussi bien qu'un avocat. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats dans la salle. Ou qui peuvent répondre à tout un tas de questions qui ont l'air compliquées, mais en fait qui font partie de l'ensemble de l'apprentissage. Donc ils ont certainement une grande mémoire. Mais on n'a toujours pas de robot domestique qui puisse débarrasser la table et remplir la vaisselle, une tâche qu'un gamin de 10 ans peut apprendre en une fois, c'est-à-dire sans qu'on lui explique comment. Ou on n'a toujours pas, malgré ce que raconte Elon Musk, on n'a toujours pas de voitures qui peuvent se conduire toutes seules avec autant de fiabilité qu'un humain, sans intervention humaine. Alors il y en a bien sûr qui existent, mais qui trichent, c'est-à-dire qui ont une carte complète de l'environnement, qui ont des capteurs qui sont au-delà de l'acuité humaine, etc. Chez Waymo ou Cruise ou d'autres, mais des voitures vraiment autonomes, on n'en a pas encore. Alors que n'importe quel adolescent est capable d'apprendre à conduire une voiture en une vingtaine d'heures de pratique, essentiellement sans accident. En tout cas, certainement, sans conduire la voiture par-delà une falaise. Si c'était le cas, on n'aurait pas beaucoup de Suisses. Et puis bon, ce n'est pas seulement les humains, aussi les chats. Si vous avez vu un chat ou même une chèvre en bas d'une série d'obstacles, planifier comment l'animal va sauter pour arriver en haut, c'est assez extraordinaire. Donc c'est un autre exemple de ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Et on peut mettre un petit chiffre là-dessus, c'est que les plus gros LLM aujourd'hui sont entraînés typiquement avec 20 000 milliards de tokens. Un token, c'est comme un mot, c'est un sous-mot, si vous voulez.
Chaque token est environ 3 octets, donc ça fait un volume d'environ 10 à la puissance 13, un 6 avec 13 zéros derrière, disons un 1 avec 14 zéros derrière pour faire bonne figure. Ça prendrait quelques centaines de milliers d'années pour n'importe quel humain de lire ça. C'est en fait la totalité de tout le texte disponible publiquement sur Internet. Alors on se dit c'est une quantité d'informations extraordinaire, mais en fait, on parle aux psychologues du développement, les successeurs de Piaget peut-être, qui nous disent un enfant de 4 ans a été éveillé un total de 16 000 heures. C'est pas beaucoup de données, 16 000 heures, c'est 30 minutes d'upload sur YouTube. On a 2 millions de nerfs, de fibres du nerf optique, 1 million par œil. Chaque fibre du nerf optique véhicule environ 1 octet par seconde, c'est un peu moins, mais peu importe. Donc le volume de données qu'un gamin de 4 ans a vu est d'environ 10 à la puissance 14 octets. À peu près le même ordre de grandeur que le plus grand des LLM. Et tout ça en 4 ans. Alors on nous dit, oui, mais bien sûr, le contenu visuel est beaucoup plus redondant que le texte. Oui, c'est vrai, mais justement, il faut de la redondance, car les systèmes d'apprentissage se reposent sur la redondance pour apprendre la structure des données, la structure du monde. S'il n'y a pas de redondance, si on donne un système d'apprentissage des bits aléatoires, il n'y a pas de possibilité d'apprentissage. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de structure dans les données. Donc il faut que les données soient redondantes pour apprendre. Et bien sûr, la vidéo est plus redondante que le texte, mais c'est plutôt un avantage. Alors, à partir de ces observations de 4 ans, ou même que de 4 mois, un enfant est capable d'apprendre des concepts sur le monde physique assez complexes en quelques mois, principalement par observation et un petit peu par interaction. Dans les 4 premiers mois de la vie, c'est essentiellement par observation. Et puis ensuite, les enfants sont capables d'attraper des objets, les manipuler, etc. Donc il y a plus d'interaction. Mais les enfants apprennent le fait qu'il y ait des objets animés ou inanimés, que des objets qui sont posés peuvent être stables ou tomber, la notion de permanence des objets qui apparaît très très tôt, peut-être avant 2 mois, le fait que des objets appartiennent à des catégories naturelles, ils n'ont pas besoin de savoir parler pour comprendre qu'une table et une chaise sont 2 choses différentes et qu'un chat c'est quelque chose de différent aussi. Et puis, vers 9 mois, apparaît la notion de physique intuitive, la gravité, l'inertie, des choses comme ça, donc qui fait qu'on a un sens commun, on sait comment fonctionne le monde, on sait ce qui est possible, on sait ce qui est impossible, dans une certaine mesure. Et donc, ça prend beaucoup de temps, mais c'est appris essentiellement par observation. La grosse question pour moi, c'est comment faire en sorte que les machines apprennent comment fonctionne le monde de la même manière que les enfants. Alors, il y a une idée très simple qui est l'apprentissage auto-supervisé et qui est utilisée pour entraîner les LLM, ou peut-être pas les LLM tels que ChatGPT, mais en tout cas ceux qu'on utilise pour faire la traduction, par exemple, ou pour faire la détection de discours haineux, ou des choses comme ça. On prend un texte, on fait subir une espèce de corruption à ce texte. Ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on enlève certains mots, on change certains mots. Et on entraîne un gros réseau de neurones à prédire les mots qui manquent. D'accord ? Et ce faisant, le système, en fait, pour arriver à résoudre cette tâche, élabore une espèce de représentation interne de la langue qui lui permet de contenir la sémantique, la syntaxe, la grammaire, enfin tout. Ce qui est assez extraordinaire. Alors ça marche très bien pour le texte, ça marche bien pour les séquences d'ADN ou de protéines, enfin d'acides aminés, ça marche bien pour des choses qui sont, disons, symboliques ou discrètes. Et bien sûr, une idée très naturelle, sur laquelle je travaille depuis une bonne quinzaine d'années, c'est de faire un peu la même chose avec la vidéo. Prenons une vidéo, faisons subir une espèce de corruption à cette vidéo, et ensuite, entraînons un grand réseau de neurones à prédire les morceaux qui manquent dans cette vidéo. Peut-être le futur de cette vidéo, par exemple. La continuation de cette vidéo. Et ça ne marche pas. Mais alors, pas du tout. Ça ne marche pas parce que le nombre de choses qui peuvent se passer dans le futur d'une vidéo est infini, de cette manière. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et si on entraîne un système à faire une prédiction,
ce qu'il prédit, c'est la moyenne de tous les futurs qui puissent se passer. Donc c'est une image toute floue. C'est exactement ce qui se passe en haut avec la petite fille. Les premières images de cette courte vidéo sont observées, les deux dernières sont prédites, et elles sont très floues. On a travaillé aussi avec des vidéos un peu symbolisées, quoi, comme la vidéo en dessous, qui sont des voitures qui se promènent, pardon. Et la deuxième colonne à partir de la gauche, vous voyez que les voitures sur cette autoroute deviennent toutes floues à mesure qu'on fait la prédiction à cause de ce problème. Alors, on a trouvé des solutions partielles à ce problème avec ce qu'on appelle des modèles à variables latentes, dont je parlais un petit peu précédemment. Mais en fait, ça ne marche pas très bien. La solution à ça, c'est une nouvelle architecture que j'appelle JEPA. Donc ça veut dire Joint Embedding Predictive Architecture. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence avec ce que vous avez montré tout à l'heure? La différence, c'est qu'au lieu de prédire tout ce qui se passe dans la vidéo au niveau du pixel, on va faire en sorte que l'architecture calcule une représentation abstraite de la vidéo, aussi bien la vidéo complète que de la vidéo corrompue, et ensuite prédise la représentation abstraite. C'est-à-dire ne va pas prédire tous les pixels de la vidéo, mais elle va prédire une représentation abstraite de la vidéo qui va, on peut l'espérer, contenir l'information utile de la vidéo, mais éliminer tous les détails qui ne sont pas prédictibles. Si on a une vidéo, je ne sais pas, qui est de la caméra d'une voiture qui conduit sur la route, il est important de pouvoir prédire la trajectoire des autres voitures, camions, piétons et vélos sur la chaussée. Mais prédire le mouvement des feuilles des arbres qui bordent la route, c'est probablement pas très utile ni intéressant. Et de toute façon, c'est imprédictible parce que c'est complètement chaotique. Donc il faut un système qui est capable d'élaborer une représentation abstraite, qui élimine les informations qu'on ne peut pas prédire et qui permet de faire des prédictions dans cet espace abstrait. Donc ça s'appelle JEPA. Il y a une série d'articles avec des étudiants et chercheurs qui travaillent avec moi à Meta et à NYU, qui ont essayé de faire fonctionner ce truc-là. Voilà. Alors voilà les deux architectures mises en contraste. L'architecture générative qui reproduit Y, qui essaie de prédire Y, et puis l'architecture JEPA, qui, elle, prédit une représentation de Y, qui ici s'appelle SY. D'accord? Donc on prend X, on calcule SX, on prend Y, on calcule SY, et on prédit SY à partir de SX. Donc pour moi, le futur de l'intelligence artificielle sont des architectures non génératives. Très souvent aujourd'hui, on assimile dans la presse, par exemple, l'IA moderne à l'IA générative. Pour moi, la prochaine génération de systèmes d'IA ne sera pas générative. Alors bon, il y a plusieurs parfums de ces JEPA, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais la grosse question, c'est comment on les entraîne. Et cette idée de Energy-Based Models, de modèle à base d'énergie, en fait, est vraiment ce qui permet de formuler comment entraîner ces systèmes. Donc, on donne une série d'exemples XY qui sont compatibles les uns avec les autres, donc X étant un morceau de vidéo, Y la continuation, par exemple. Et puis, on entraîne le système à donner une énergie faible lorsque Y est bien la continuation de X. Et puis, il faut s'assurer que si Y n'est pas une bonne continuation de X, à ce moment-là, l'énergie est plus élevée. Alors, il y a deux méthodes pour ça. Déjà, il y a un phénomène qui peut se passer, c'est que cette fonction d'énergie peut subir ce qu'on appelle un collapse en bon français. C'est-à-dire, en fait, donner une énergie zéro ou la même énergie à tout le monde. Et ça, ce n'est pas un bon modèle. Ce qu'il faut, c'est un modèle qui donne énergie basse pour les choses sur lesquelles on entraîne, mais énergie plus haute pour les choses sur lesquelles on n'entraîne pas. Alors, il y a deux catégories de méthodes pour ça, les méthodes contrastives et les méthodes régularisées. Les méthodes contrastives consistent à produire des paires XY qui sont incompatibles et de faire monter l'énergie produite par le système en ajustant ces paramètres. Et en fait, ça, c'est pas très efficace. Dans des espaces de grande dimension, le nombre d'endroits où il faut pousser l'énergie vers le haut est trop grand et ça passe pas vraiment à l'échelle. Donc, c'est plutôt les méthodes régularisées qui consistent à dire on va limiter le volume d'espace qui peut prendre une énergie basse. C'est-à-dire que quand on pousse l'énergie vers le bas d'une région de l'espace, le reste doit monter parce qu'il n'y a qu'une quantité limitée, un volume limité de régions qui peut prendre une énergie basse.
Alors ça semble un petit peu mystérieux, mais je vais vous donner des exemples. Donc encore une fois, ces deux méthodes, hein, contrastives et régularisées. Je n'aime plus les méthodes contrastives, même si j'ai contribué à les inventer au début des années 90. Je suis devenu beaucoup plus enthousiaste des méthodes régularisées. Alors, pour tester si ces choses-là marchent bien, on entraîne des réseaux de neurones. Une des premières expériences qu'on a fait il y a plusieurs années, c'est entraîner des réseaux de neurones de manière contrastive ou non contrastive. On leur donne une paire d'images qui sont en fait différentes versions de cette même image, et on entraîne un réseau de neurones en fait à produire la même représentation pour ces deux images, ou peut-être de prédire la représentation d'une des images à partir de la représentation de l'autre image. Donc là, on a deux images, une qui est un peu zoomée, l'autre qui est un peu plus angle large, et puis on entraîne le système simultanément à trouver une représentation dans laquelle on peut prédire, mais qui conserve le plus d'informations possible sur l'entrée. Une fois que l'encodeur a été entraîné, on utilise la représentation construite par l'encodeur comme entrée d'un classifieur qui, lui, est entraîné de manière supervisée, et on mesure la performance de ce classifieur sur des bases de données d'images standards. Et ça marche très bien. Les méthodes qui sont basées sur la reconstruction, donc des méthodes génératives, telles que des auto-encodeurs de débruitage, les auto-encodeurs masqués, les auto-encodeurs variationnels, etc. Enfin, il y a toute une série de méthodes pour ça, ne marchent pas aussi bien. Et donc on a vraiment beaucoup d'indices qui nous montrent que les méthodes génératives appliquées à l'image ne marchent pas. Par contre, les méthodes à base de joint embedding sont vraiment une bonne solution. On obtient des résultats qui sont bien meilleurs. Je ne vais pas vous ennuyer avec une table de résultats, mais c'est vraiment très clair. Alors, les méthodes contrastives pour ça fonctionnent. Elles datent des années 90. Et puis, il y a des résultats un peu plus récents, 2020, SimClear. Mais les représentations produites par ces systèmes, en fait, sont un petit peu dégénérées. Donc, on préfère les méthodes régularisées. Et dans le cadre d'une architecture JEPA, ce que ça veut dire, c'est avoir une espèce de mesure du contenu informationnel de la sortie de l'encodeur, et qui ferait partie du coût minimisé par l'apprentissage, et donc maximiser le contenu informationnel de la représentation produite par les encodeurs. Alors il y a un gros problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas maximiser un contenu informationnel. On ne sait même pas mesurer le contenu informationnel. On peut estimer un petit peu une borne supérieure à un contenu informationnel, mais ce qu'on veut, c'est maximiser le contenu informationnel. Donc ce qu'il nous faudrait, ce serait une borne inférieure. Comme ça, quand on pousse la borne inférieure vers le haut, ça pousse aussi le contenu informationnel. Et malheureusement, on n'a pas de borne inférieure, on n'a que des bornes supérieures. Donc on pousse vers le haut cette borne supérieure, et on croise les doigts. Ou peut-être on prie si on est religieux, pour espérer que le vrai contenu informationnel, en fait, suive la borne supérieure qu'on maximise. Et ça marche. Alors, il y a une série d'articles d'algorithmes qui ont été produits par mes collaborateurs et moi. Un qui s'appelle Barlow Twins, un autre qui s'appelle VicReg, ça veut dire Variance, Invariance, Covariance, Regularization. Et puis une série d'autres articles qui sont des variations de VicReg, et puis d'autres gens qui ont proposé des algorithmes un petit peu similaires. Un qui s'appelle MCR Squared du laboratoire de Yima à Berkeley, et puis un autre qui s'appelle MMCR, donc très proche comme nom, qui, elle, vient de mes collègues de neurosciences à NYU, Su-Young Chen et Hiroshi Moncelli. Alors ça, ce sont des méthodes par maximisation de contenu informationnel, et on peut voir indirectement que c'est une espèce de régularisation justement du volume d'espace qui peut prendre une énergie basse, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis un autre ensemble de techniques sont ce qu'on appelle les méthodes de distillation, qui, elles, alors il y a une méthode qui a été proposée en 2020 par nos collègues de DeepMind qui s'appelle BYOL, Bootstrap Your Own Latent. Et puis d'autres méthodes proposées par mes collègues de Meta, SimSiam, Dino. Et puis, une méthode plus récente à laquelle j'ai contribué avec des collègues de Paris et Montréal qui s'appelle iJEPA, et puis une version vidéo qui s'appelle VJEPA. Alors, ces méthodes-là ne sont pas basées sur une maximisation d'information, elles sont basées sur une espèce de comment je dirais, système D. Je ne sais pas très bien comment exprimer ça en anglais, un hack, un kludge.
Et c'est une idée, en fait, qui consiste à, pour une raison mystérieuse, essayer de partager les poids d'une manière un petit peu mystérieuse entre les deux encodeurs. Donc les deux encodeurs doivent être identiques au niveau architecture, et puis doivent partager les poids. Et puis on doit propager les gradients que d'un côté. Et puis bon, il y a tout un tas de ruses comme ça qu'il faut appliquer, mais à la fin, le système apprend sans collapse, c'est-à-dire sans le phénomène le pire qui peut arriver, où le système ignore les entrées et en fait produit des représentations qui sont constantes et identiques. Et donc le problème de prédiction est résolu, mais le système n'est pas du tout intéressant. Donc ça évite le collapse. Pour tout vous dire, je ne comprends pas complètement du point de vue théorique pourquoi, mais certains de mes collègues aussi de Meta, Yang Dongtian et ses collaborateurs, Surya Ganguly et Sho Yaida, ont fait un article théorique qui montre que finalement, non, il y a une bonne raison pour laquelle ça marche, etc. Je ne comprends pas tout. Mais ça marche. Alors, il y a une méthode de distillation qui est un petit peu améliorée, qui s'appelle Dino V2, et celle-là, on comprend pourquoi elle ne collapse pas, parce qu'elle est un petit peu plus explicite. Et c'est un modèle open source qui est entraîné de manière complètement autosupervisée, que vous pouvez télécharger à l'URL montrée ici, et qui est un espèce d'extracteur de représentation d'images générique, qui est utilisé de par le monde par beaucoup de gens pour en fait faire de la compréhension analyse d'images. Ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient les caractéristiques produites par Dino 2 et puis ils branchent un autre système par-dessus qui est entraîné de manière supervisée mais qui a besoin de très peu de données parce qu'il est tout petit pour résoudre un problème de, je sais pas, segmentation d'images biologiques, trouver les cellules et les noyaux des cellules ou essayer d'identifier certaines plantes à partir d'images satellites, etc. Alors ça marche très bien, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Voilà une application assez amusante faite par Camille Coupry avec ses collaborateurs à Meta à Paris, qui consiste à estimer la hauteur de la canopée à partir de très peu d'images. Donc on a beaucoup d'images satellites, bien sûr, de la Terre entière, mais on a très peu d'images étiquetées dans lesquelles on connaît la hauteur de la canopée. Pour ça, il faut des avions équipés de lidar ou des drones équipés de lidar pour estimer la hauteur. Donc là, on n'a pas énormément de données, mais on a des données de ce type-là relativement diverses. Donc ce qu'a fait Camille, c'est utiliser les représentations d'InnoV2, entraîner une tête au-dessus d'InnoV2 de manière supervisée avec le peu de données qu'on a venant de lidar, et puis ensuite appliquer ça au monde entier. Et on peut estimer la hauteur de la canopée partout dans le monde et donc en déduire la quantité de carbone emprisonné dans la végétation. Et c'est d'une quantité très intéressante pour la prédiction du changement climatique. On a une application de l'IA qui est positive pour le changement climatique et non pas négative. Alors, une version de JEPA, c'est ImageJEPA, c'est aussi une méthode par distillation et qui marche extrêmement bien et qui est très rapide à entraîner et qui n'a pas besoin de faire de ce qu'on appelle l'augmentation de données autre que du masquage. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de comment ça marche, mais en gros, on prend une image, on la masque partiellement et puis ensuite, on entraîne une architecture JEPA à prédire la représentation de l'image complète à partir de l'image partiellement masquée. Ça marche extrêmement bien. Ce n'est pas encore complètement utilisable comme extraction de caractéristiques génériques comme DinoV2, mais c'est open source, vous pouvez télécharger le modèle, de même que pour DinoV2. Et puis on a fait une version de ça pour la vidéo, dans laquelle on prend une vidéo, on fait un masquage partiel, et puis on entraîne le système, et puis à la fin, on branche une tête sur la représentation extraite du système pour classifier par exemple l'action qui se produit dans une vidéo. On obtient d'excellents résultats avec ça, à partir de méthodes autosupervisées, qui marchent bien mieux que les méthodes qui ont été entraînées à reconstruire la vidéo, telle que je vous disais précédemment. Donc on a beaucoup d'indices maintenant qui nous montrent que les méthodes par reconstruction, les méthodes génératives, ne marchent pas. Elles ne marchent pas pour l'image, elles ne marchent pas pour la vidéo, enfin elles marchent mais pas bien. Les seules méthodes qui marchent sont ces méthodes à joint embedding, donc à enchâssement en joint, et en particulier les JEPA, donc en français, architecture prédictive à enchâssement joint. L'acronyme ne glisse pas sur la langue.
Encore une fois, je ne vais pas vous embêter avec tous les détails, mais ça marche vraiment très bien, cette histoire de VJPA. Et en fait, on a des débuts de résultats qui sont... on va soumettre un article très prochainement, qui montre que ce système VJPA, bien qu'il soit entraîné sur des vidéos très courtes de 16 trames, en fait, est capable d'un certain sens commun. C'est-à-dire que si on lui donne des vidéos possibles, donc par exemple, une vidéo dans laquelle il y a une balle qui roule et qui passe derrière un écran, et puis ensuite on baisse l'écran et la balle est là, et puis on montre une autre vidéo qui est quasiment identique avec une balle qui roule, qui s'arrête derrière un écran, on baisse l'écran et la boule n'est plus là. Donc ce n'est pas une vidéo possible, il y a un objet qui a disparu. Il y a une espèce de discontinuité. Donc si on monte des paires de vidéos à ce système, on lui demande de nous dire quelle est l'erreur de prédiction de cette vidéo, parce qu'il est capable de prédire ce qui va se passer dans la vidéo. Systématiquement, il nous dit que la vidéo impossible a une erreur de prédiction plus élevée que la vidéo possible. Donc ce système a un petit peu appris ce qui est possible et ce qui est impossible dans la réalité. C'est un bon début. Donc on finit un article là-dessus. Et puis, un peu plus intéressant, et c'est là-dessus que j'ai terminé, un modèle récent qui s'appelle Dino World Model. Alors, je n'en ai pas encore parlé, c'est pas publié, et c'est la première fois que j'en parle, donc vous avez la primeur. C'est un article qui n'est pas encore disponible sur Archive, mais qui le sera probablement d'ici une semaine, par une étudiante qui s'appelle Gawi Ejou, qui est co-supervisée par Lerel Pinto, un collègue de NYU en robotique, et moi-même. Et alors, ce qu'a fait Gawi, c'est entraîner un modèle du monde, un prédicteur, qui est conditionné sur des actions pour faire de la planification, mais sans entraîner l'encodeur. L'encodeur est pré-entraîné et ce sont en fait des représentations d'images basées sur Dino V2. Okay, donc l'histoire, c'est ça, on prend une image, on la fait passer par l'encodeur Dino V2 qui nous donne une représentation de cette image. Et puis, bien sûr, on observe une séquence d'images qui correspond à une séquence d'actions qui est prise dans le monde, qui est en l'occurrence simulée, hein, c'est un environnement robotique simulé. Et on entraîne un prédicteur à prédire quelle va être la représentation de l'état du monde à l'instant t plus 1 en fonction de la représentation du monde à l'instant t et de l'action qui a été prise à l'instant t. D'accord ? À partir de ce modèle, on peut planifier une séquence. C'est-à-dire qu'on peut dire, démarrons d'une situation particulière, calculons la représentation, ensuite appliquons notre modèle du monde avec une séquence d'actions dont on fait l'hypothèse, puis ensuite on peut mesurer une fonction de coût qui mesure la distance entre l'état final et un état cible qu'on a décidé. Et l'état cible, on le calcule simplement en mettant une image de l'état cible et en faisant passer par l'encodeur Dino. Simplement une distance euclidienne dans l'espace de représentation. Et ensuite, par optimisation, donc, on essaie de trouver une séquence d'actions qui minimise ce coût. Alors ces techniques d'optimisation, j'aurais dû vous le dire plus tôt, c'était sur le transparence, c'est ce qu'on appelle en théorie de la commande optimale MPC, Model Predictive Control. C'est complètement classique, ça date du début des années 60, mais classiquement on fait ça avec un modèle du système qu'on contrôle qui est écrit à la main. Là, ce dont je parle, c'est un modèle qui est appris entièrement à partir de données. Donc c'est ça qui en fait un petit peu la différence. Et appris, non seulement appris, mais compliqué. C'est un gros réseau de neurones qu'on entraîne à prédire l'état du monde futur à partir de l'état du monde actuel et de l'action. Et ça marche bien. Dans des cas un petit peu, disons, d'école. Tiens, je ne sais pas pourquoi ça nous montre ça comme ça. Oui, alors je ne sais pas pourquoi c'est un peu superposé, mais donc la tâche ici, j'espère que je vais pouvoir répéter le... Oups. Alors la tâche ici, ce que vous voyez, on ne voit pas malheureusement l'exemple en bas à gauche, mais c'est une tâche qui s'appelle push-t, qui consiste à pousser une espèce de truc en forme de T avec un petit point, de le bouger et de le pousser de manière à ce qu'il arrive à une position cible déterminée à l'avance. Et ce que vous voyez là, c'est ça. C'est-à-dire... alors voilà un autre exemple
deux autres exemples. Un dans lequel le but est de planifier la trajectoire d'un petit point rouge d'un côté d'un mur à un autre en passant par la porte. Et le système a dû apprendre qu'il ne peut pas traverser les murs et qu'il est obligé de passer par la porte. Et il arrive à planifier une trajectoire. Alors c'est un problème qu'on peut résoudre à la main, bien sûr, c'est complètement trivial. Mais c'est intéressant de voir que le système est capable de la résoudre. Et puis l'autre est un petit peu moins, le deuxième, est un petit peu moins trivial. Il consiste à planifier une séquence d'action d'un bras de robot pour déformer une espèce de corde pour qu'elle recouvre pour qu'elle ait une forme et une position particulière. Alors bon, on a produit des exemples d'apprentissage dans toutes ces tâches. On a comparé ça à d'autres méthodes qui n'ont pas l'air de marcher particulièrement bien. Donc une méthode en particulier qui s'appelle Dreamer V3, qui a été produite par Denijah Hafner et ses collaborateurs à DeepMind, mais qui n'est pas capable de marcher aussi bien. Les images qui sont montrées ici sont des images qui sont produites à partir de la représentation interne prédite par le système et passée par un décodeur qui est entraîné séparément. Donc on a un décodeur qui produit l'image, mais ce décodeur n'est pas utilisé pour entraîner le système, c'est juste une technique de visualisation. Alors bon, ces problèmes-là sont un peu simplistes et pas trop intéressants. Il y a un problème un petit peu plus intéressant qui s'appelle granular. Et j'espère que j'ai gardé la vidéo dans le speech pour la montrer. Mais c'est vraiment amusant. Donc là, le but de cette tâche, c'est on a une espèce de grain bleu sur une table en position aléatoire. Et une action consiste à baisser un bras de robot, le bouger d'un delta X, delta Y, et le monter. C'est une action. D'accord? Donc 4 chiffres, 4 nombres. Coordonnées où on baisse le bras, et puis delta X, delta Y, et on lève le bras. Et la tâche est de faire en sorte de regrouper ces grains bleus, dans un carré, ou dans une autre forme, à partir d'une forme aléatoire. Alors on a essayé plusieurs méthodes, et notre méthode a l'air de marcher beaucoup mieux que les autres. On a ça de manière un petit peu quantitative pour une série d'environnements ici, donc pas seulement granular, qui est le truc à droite, où là la mesure de performance est ce qu'on appelle la mesure de... comment on dit chamfer en français, je ne me rappelle même plus. Et donc dans lequel des valeurs plus basses sont meilleures. Donc notre méthode Dino World Model est en bleu, donc fonctionne bien mieux que Dreamer V3, TDMPC2, qui sont d'autres méthodes plutôt d'apprentissage par renforcement en fait, mais avec des World Models aussi. Et puis pour les autres tâches, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors voilà quelques vidéos qui montrent le fonctionnement de PushT et de Point Maze, et puis finalement, donc ce que vous voyez à droite ici, c'est les étapes successives après chaque action. Je vais vous montrer ça encore. Après chaque action, la configuration des petits granules. Et ce qui est en haut, c'est ce qui se passe effectivement quand on prend ces actions. C'est des actions qui ont été planifiées à l'avance et qui sont exécutées en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le résultat des actions, on exécute ces 5 actions en l'occurrence, si je me rappelle bien. Et en haut est représenté le résultat de ces 5 actions dans le simulateur réel. Et en bas, c'est la prédiction produite par le modèle interne du système. Et donc, qui est assez précise en fait. Donc là, c'est une prédiction qui montre que Dreamer V3 par rapport à Dino ne marche pas très bien. Voilà. Donc on a des premiers résultats qui montrent que c'est l'histoire de planification, inférence par optimisation, avec des world models qui comprennent un petit peu une dynamique compliquée dans laquelle il y a des interactions entre des grains, de la friction, etc. Une dynamique vraiment compliquée. On arrive à le faire, donc, y compris pour des systèmes physiques qu'on aurait du mal à modéliser à la main. Voilà, donc j'ai un certain nombre de recommandations. Abandonner les modèles génératifs au profit des JAPA.
abandonner les modèles probabilistes au profit des modèles à base d'énergie, abandonner les méthodes contrastives au profit des méthodes régularisées, abandonner l'apprentissage par renforcement, mais ça je le dis depuis des années. Ces 4 choses sont les 4 choses les plus populaires aujourd'hui dans le domaine du machine learning. Donc ça me rend, moi, impopulaire. Mais bon, je suis habitué. Alors, il y a encore pas mal de problèmes à résoudre là-dedans. Arriver à faire marcher ces systèmes à l'échelle, avec beaucoup de données. Les faire marcher non seulement sur la vidéo, mais aussi sur des vidéos réelles, sur du texte, sur la parole, sur du code, pour la génération de code et la planification, pour les dialogues, pour les maths, pour tout un tas de choses intéressantes. Des algorithmes d'optimisation pour la planification, parce que, en fait, c'est pas facile d'optimiser une séquence d'actions pour minimiser un coût quand on passe à travers des gros réseaux de neurones. On a des tas de problèmes de non-convexité, etc. Des JEPA avec variables latentes qui nous permettent de gérer les incertitudes, et puis de planifier en présence d'incertitudes, ce qui est un petit peu compliqué, et bien sûr de faire de la planification hiérarchique. Ce sont des problèmes pas résolus. Si vous commencez un doctorat maintenant, essayez de travailler sur ces problèmes-là, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous n'aurez pas trop de concurrents. Puis d'autres problèmes dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors voilà, le futur, c'est des systèmes d'IA un petit peu universels, des assistants qui peut-être auront le niveau d'intelligence humain d'ici 7, 8, 10 ans, peut-être 20, on ne sait pas, mais on espère que ces avancées, en fait, conduiront vraiment à des nouveaux... un nouveau type de système intelligent dans les années qui viennent. Des systèmes d'IA vont constituer une espèce de dépositaire de toute la connaissance humaine. C'est-à-dire quand on aura besoin d'accéder à la connaissance, au lieu d'aller dans une bibliothèque ou d'aller faire une recherche sur Internet, en fait, on demandera simplement à notre assistant. Alors ça conduit à un monde dans lequel la majorité de nos interactions avec le monde numérique se feront par l'intermédiaire d'assistants d'IA. Et il n'est pas possible d'imaginer que ces systèmes d'IA vont être contrôlés par une poignée d'entreprises de tech sur la côte ouest des États-Unis. Ce serait complètement inacceptable pour le gouvernement suisse et certainement le gouvernement français et pas mal de gouvernements à l'extérieur des États-Unis que la totalité de l'information numérique qui parvient à leurs citoyens est contrôlée par 2 ou 3 entreprises en Californie ou sur la côte ouest. C'est un danger pour la démocratie, même si ces entreprises sont très bien intentionnées. Donc ce qu'il faut, ce sont des plateformes open source. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été un grand avocat ou défenseur ou promoteur des plateformes open source d'IA. C'est pour pouvoir permettre la diversité linguistique, culturelle et système de valeurs des systèmes d'IA. Dans le futur, si on veut vraiment que des LLM, dans un premier cas, et puis des systèmes d'IA plus perfectionnés par la suite, en fait, soient vraiment le dépositaire de toute la connaissance humaine, il va falloir que l'entraînement de ces modèles soit distribué dans le monde pour que les modèles entraînés en Suisse comprennent le français. Bon, ça ne va pas être trop compliqué. Il y a juste besoin de corriger de comprendre que 80 et 90, c'est pas 80 et 90. Donc, bon, par rapport aux Parisiens, bon, c'est pas trop compliqué. Mais il faut aussi qu'ils apprennent leur manche. Le suisse allemand, qui n'est pas écrit. Donc, il y a très peu de matériaux, en fait, pour entraîner ces systèmes. Et puis, tous les dialectes qui sont parlés en Europe, les 2000 langues qui sont parlées en Afrique, les 1500 ou dans ces eaux-là qui sont parlées en Inde. Il y a déjà 22 langues officielles en Inde. Les 700 qui sont parlées en Indonésie. Et puis, toutes les langues qui sont pas écrites. Il y en a plus, en fait, de par le monde que de langues qui sont écrites. Alors, pour ça, il va falloir que l'apprentissage de ces systèmes soit distribué de par le monde, de manière à ce qu'en Inde, on puisse s'entraîner sur les langues indiennes, mais à la fin, qu'on ait un système qui soit un petit peu commun, c'est-à-dire qu'il y ait l'intelligence un peu commune du monde entier. Donc ça, l'open source est nécessaire à ce futur. Et puis, il va falloir travailler sur ces histoires de
de garde-fous, etc. Alors le problème de l'open source, c'est qu'il y a des gens qui pensent que les systèmes d'IA sont intrinsèquement dangereux, et donc il faut réglementer la recherche et le développement en IA, et réglementer la distribution de systèmes d'IA, particulièrement les systèmes open source. Et ça tue l'open source. Ça ne vaut pas le coup pour une entreprise comme Meta, par exemple, de distribuer un modèle en open source s'il y a le moindre risque qu'une réglementation nous dise c'est trop dangereux. Donc ça risque, la régulation, particulièrement en Europe, risque de tuer l'open source. Alors les gouvernements européens, non pas le gouvernement de l'Europe, mais les gouvernements européens, sont très conscients que le chemin vers la souveraineté de l'IA en Europe passe par l'open source, et donc sont en train de se battre avec l'Union européenne. C'est un petit peu kafkaïen. Je vais arrêter là. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des micros circulants. Je tiens à remercier Yann pour cette présentation hyper intéressante et visionnaire. Et on a un petit peu de temps pour des questions. N'hésitez pas à poser, profiter de cette occasion. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de plateforme juste maintenant. Qu'est-ce que vous envisagez pour la question des infrastructures? Quelque chose de très commoditisé ou beaucoup plus décentralisé qu'aujourd'hui? Alors justement les modèles. Les infrastructures de calcul, j'imagine, c'est ça que vous parlez. Oui, alors évidemment, pour entraîner ou même simplement pour affiner un modèle de grande taille, il faut des centres de calcul assez importants. Typiquement, l'espèce de quantité un peu irréductible qu'on utilise à Meta, c'est un cluster de 16 000 GPU. Alors le problème de ça, c'est qu'un cluster de 16 000 GPU, déjà ça coûte 1 milliard d'euros, francs suisses ou dollars. C'est la première chose. Et ça consomme beaucoup d'énergie, de l'ordre du gigawatt. Donc il faut placer ces centres de calcul dans des pays où il y a de l'énergie non seulement à bas prix, mais aussi décarbonée. Et ça veut dire la France parce qu'il y a l'énergie nucléaire, la Suisse parce qu'il y a l'hydroélectricité, le Québec parce qu'il y a l'hydroélectricité, ou le Costa Rica parce qu'il y a l'hydroélectricité. Mais bon, il y a d'autres problèmes. Et puis, bon, quelques autres pays, naturellement. Mais on ne peut pas utiliser, par exemple, de l'énergie solaire ou éolienne pure, parce qu'il faut bien faire tourner les machines quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent, et on ne sait pas stocker l'énergie à l'échelle qui est requise à l'heure actuelle. Donc beaucoup de gens parlent, en fait, qui s'intéressent au futur de l'IA, parlent en fait d'installer des centres de calcul à côté de centrales nucléaires, tout simplement. Bon, ça évite de perdre l'énergie dans le transport de l'énergie. Merci pour la présentation. J'ai une question un tout petit technique. Pensez-vous que des théories de l'information peuvent aider à nous de créer une nouvelle forme d'entraînement des modèles maintenant? Parce que vous avez mentionné des théories de l'information comme mutual information, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, alors c'est très possible. Alors la théorie de l'information, malheureusement, ne nous dit pas comment mesurer l'information. Ça nous dit simplement les propriétés. Si on pouvait mesurer la quantité d'informations, voilà les propriétés qu'elle aurait. Mais ne nous dit pas comment les mesurer, parce que pour pouvoir mesurer le contenu informationnel, il faut pouvoir estimer des distributions de probabilité. Et on ne sait pas estimer des distributions de probabilité de manière absolue. Il nous faut soit énormément de données, soit des distributions a priori pour régulariser l'estimation, et c'est complètement arbitraire. Donc en fait, on n'a pas de moyen de faire ça.
On n'a pas de moyen d'estimer des dépendances, par exemple, de manière fiable, surtout en haute dimension. Donc ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire dériver des propriétés un peu générales, mais pas vraiment en pratique de réduire ça à un algorithme pratique. Ceci dit, j'ai un postdoc brillant qui travaille avec moi qui s'appelle Ravid Schwartz-Ziv, qui est un expert en théorie de l'information et qui a écrit une série d'articles là-dessus sur l'applicabilité de la théorie de l'information sur l'entraînement SSL par maximisation d'informations et autres. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment enrichissant. Et je voulais demander, les systèmes basés dans les JEPA, si j'ai bien compris, sont bien supérieurs pour ce qui concerne les images et les vidéos. Est-ce qu'il y en a une évidence qu'ils sont bien supérieurs aussi pour ce qui concerne les tâches liées au langage? Et comment vous expliquez le fait que des modèles aussi simples, probabilistes et génératifs puissent avoir ces capacités émergentes qui semblent raisonner, même s'ils ne raisonnent vraiment pas selon votre définition, j'imagine? Donc la réponse à la première question, c'est on ne sait pas encore. Mais on a au moins 2 projets là-dessus, donc utiliser des JEPA sur le texte, et puis un autre qui est utiliser des JEPA pour le code, donc l'écriture de code. Et l'écriture de code, évidemment, on peut écrire du code de manière complètement automatique, donc on entraîne un LLM, et puis on fait un petit peu de fine-tuning, mais à la fin, quand on écrit un programme compliqué ou un système logiciel, on est obligé de planifier un peu, y compris de manière hiérarchique avec structure de données, etc., ce que les systèmes actuels de génération de code ne savent pas faire. Donc on travaille là-dessus. Je ne peux pas vous donner les résultats encore. Ah oui, puis il y avait une deuxième question. Sur pourquoi les... oui, voilà. Donc les performances des modèles donc, qu'on appelle decoder only, enfin purement décodeurs, donc architecture la GPT. Pourquoi marche-t-il si bien quand on les entraîne sur beaucoup de données? Oui, c'est assez bluffant, bien sûr, mais c'est essentiellement de la régurgitation. C'est-à-dire qu'un des meilleurs exemples de ça, c'est qu'on demande à un LLM, quel qu'il soit, de donner la solution du petit puzzle qu'on donne aux enfants. On a un loup, une chèvre et un chou d'un côté d'une rivière. On a un bateau qui peut transporter que 2 objets à la fois. Et puis bien sûr, le loup veut manger la chèvre et la chèvre veut manger le chou. Comment on fait? Alors, on transporte d'abord la chèvre. Le loup ne va pas manger le chou. Ensuite, on transporte le chou, mais on est obligé de ramener la chèvre, sinon elle va manger le chou. Et puis ensuite, on emmène le loup, et puis à la fin, on emmène la chèvre. Et puis là, bon, comme tout le monde est surveillé, il n'y a pas de problème. Donc on pose ce problème-là à ChatGPT, whatever. Ça marche très bien, bien sûr. Mais c'est parce que la solution de ce problème apparaît partout sur Internet. Donc le système a juste appris par cœur, en gros. Ensuite, on change les données du problème un petit peu. On lui dit, non, il y a juste un loup et un chou. Et il nous donne la même solution. Il faut faire 3 allers-retours. Sans comprendre, en fait, sans avoir ce modèle mental du monde, que quand on part d'un côté à l'autre, on n'est plus du premier côté, on n'est que dans le deuxième. Un objet ne peut pas être à 2 endroits en même temps, et que les loups ne mangent pas les choux, etc. Enfin bon, toutes ces connaissances, en fait, ne sont pas présentes dans ces LLM. Alors bien sûr, depuis que ce genre de critique a été émise, les gens qui construisent les LLM ont mis toutes les variations possibles de ce problème-là et ont entraîné le système à répondre correctement. En fait, il y a eu une histoire de ce type-là il y a quelques années où on m'avait posé, c'est un philosophe, collègue de NYU, qui m'avait posé la question y a-t-il un problème que les LLM ne peuvent pas résoudre? Alors j'avais dit, ouais, c'est très simple, donc c'était il y a quelques années déjà, j'avais dit, imaginez 7 engrenages qui sont tous placés sur des axes, et chaque engrenage est engrainé avec celui d'avant et celui d'après. Maintenant, on tourne l'engrenage numéro 2 dans le sens des aiguilles d'une montre. Comment on va tourner l'engrenage numéro 7? Et alors là, non. Les LLM ne savent pas répondre. Parce que c'est trop compliqué, il faut faire une séquence de raisonnement dont ils ne sont pas capables, et puis avoir un modèle mental, etc. Alors, quelques mois plus tard,
Et puis ça, cette discussion a été ouverte sur Twitter. Quelques mois plus tard, quelqu'un me dit, en fait, le problème est facilement résolu maintenant par les LLM. Mais en fait, c'est parce que les LLM avaient été réentraînés avec Twitter. Donc le problème, bien sûr, la solution était là, tout le monde en avait parlé, etc. Et donc, le même philosophe me demande, imagine un autre problème que les LLM actuels ne peuvent pas résoudre. Je lui dis, c'est très simple, tu prends ces 7 engrenages et tu les mets sur un cercle. D'accord? Donc, ils sont tous engrainés les uns avec les autres, avec leurs 2 voisins. Maintenant, essaie de tourner l'engrenage numéro 2 dans le sens aiguille d'une montre. Comment va tourner l'engrenage numéro 7? Et là, le système fait comme s'ils étaient sur une ligne. Et bien sûr, ce n'est pas possible, c'est un piège. Quand on a un nombre impair d'engrenages et qu'on essaie d'en tourner un, ça ne tourne pas. Ce n'est pas possible. Ils sont coincés. Et bien sûr, le LLM n'a aucune idée. Donc, évidemment, il y a plein d'humains qui ne peuvent pas non plus résoudre ce problème intuitivement, mais disons qu'ils y réfléchissent suffisamment, peuvent le résoudre. Et en fait, il y a plein de problèmes comme ça qui nécessitent une espèce d'image mentale, de modèle mental, dont les LLM sont incapables, sauf s'ils ont été directement entraînés avec la réponse. Merci beaucoup. Malheureusement, il faut finir. Et j'aimerais encore remercier Yann aujourd'hui. Et les inviter encore pour les prochaines fois avec le modèle IJPA 2 ou 3. Merci beaucoup. VJPA 2, là on y travaille. Ok, merci beaucoup. Merci.